Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire un petit point sur le baiser de la femme araignée au niveau du contexte, qu'il soit historique, politique, social, intellectuel. Je vous rappelle d'abord que l'auteur Emmanuel Puig, n'oubliez pas de bien écrire, et que le nom de l'œuvre s'intitule Le baiser de la femme araignée. Ne me dites pas LFA, c'est ce qu'on a fait pendant l'année, mais le jour du AIB, ça ne va pas marcher. N'oubliez pas également de souligner les titres d'œuvre. La date de parution, il s'agit de 1976. La réception par le grand public, elle était plutôt bonne, due au thème relativement abordable du livre. En effet, on a beaucoup de références à la culture populaire, comme le cinéma. On a vu que les films que regarde Molina sont assez grand public, on va dire. Ce pas des films intellectuels, ce sont plutôt des films avec du romantisme, de l'amour, des clichés, etc. Ça fait aussi penser aux séries télévisées. Et donc tous ces stéréotypes concernant l'homme, la femme, leurs relations, etc. À noter cependant quelque chose d'intéressant, à savoir que l'Espagne est le seul pays à avoir accepté de publier ce livre au départ. Pourquoi? Puisque bien sûr en Argentine, le gouvernement à l'époque n'était pas un gouvernement démocratique et donc ne voulait pas publier une telle œuvre. La critique, par contre, il y aura la réception du grand public qui sera bonne, mais par contre, la critique, celle des experts, celle des gens qui lisent des livres, des maisons d'édition, elle sera assez mitigée à cause justement du mélange des genres et d'un côté qu'on pourrait appeler un peu pop art de l'œuvre. Elle va être bannie en Argentine jusqu'en 1983, donc quand même une date assez tardive. C'est une date de changement puisqu'on va passer d'un gouvernement plutôt tyrannique, autoritaire, dictatorial, à un gouvernement progressivement démocratique. Pour reprendre un tout petit peu le contexte social, politique, historique et artistique de la publication. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de 1976. On va faire un tout petit point sur l'histoire de l'Argentine, qui était vraiment caractérisée par de nombreuses dictatures tout au cours du XXe siècle. Fin de la Seconde Guerre mondiale, on a Perón qui arrive au pouvoir. Et on a aussi ce détail qui est intéressant puisqu'il apparaît dans le roman, que de nombreux nazis vont se réfugier en Argentine, d'où le fait que Molina voit des films nazis, de propagande nazie, qui passaient encore à l'époque. Et donc ça, c'est l'enfance de Puig. Il a été au cinéma, il a vu ces films de propagande nazie. Ce qui est assez intéressant, je trouve, et ce qui explique un peu le choix du cinéaste dans le film de 1983, où le premier film que Molina et Valentin racontent dans le film, c'est le film nazi. Ça n'est pas le film de la femme panthère. En 1976, on a un coup d'État des militaires. Et à partir de 1973, mais ce qui va s'intensifier en 1976, on a ce qu'on appelle la guerre sale, qui est une guerre atroce, une sorte de guerre civile, qui va être là pour éliminer tous les dissidents au régime. On a ce qu'on appelle les escadrons de la mort, et ça c'est vraiment un épisode très triste de l'Argentine, de l'histoire de l'Argentine, où on droguait les dissidents, on les emmenait dans des hélicoptères ou dans des avions, et on les jetait dans l'océan en parachute, donc ils mouraient ainsi. Beaucoup de tortures, beaucoup d'enlèvements. 30 000 victimes quand même pendant toute cette période, et 1,5 million de réfugiés dans d'autres pays qui vont donc quitter l'Argentine. Je vous rappelle que Puig aura déjà quitté l'Argentine, il avait vraiment pressenti cela, ce qui est quand même intéressant. Donc voici quelques renseignements biographiques qui sont utiles. On l'avait dit, c'est un enfant de la Pampa qui allait au cinéma quand il était petit, pour une sorte d'échappatoire déjà qu'on revoit bien sûr dans le livre. Il étudie l'architecture et puis ce qui est assez intéressant je trouve, il obtient une bourse d'études pour aller en Italie étudier le cinéma. À l'époque, l'Italie est un grand pays du cinéma. Les années après-guerre sont un peu l'âge d'or du cinéma italien. Il revient à Buenos Aires. Son rêve de scénariste ne s'est pas réalisé. Mais c'est là qu'il écrit son premier roman, La trahison de Rita Hayworth. Encore une fois, souligné. Là, on voit déjà la prépondérance du thème du cinéma dans son œuvre.
C'est quelqu'un de gauche, hein, donc il a les opinions un petit peu de Valentin dans l'œuvre, et c'est lui qui présente ce passage à un régime de droite qui va être un régime totalitaire, et donc il s'exile au Mexique en 1973, et il passera pratiquement toute sa vie en exil, hein, d'un pays à un autre. Alors, on va maintenant passer à l'analyse du titre. Décidément, je n'avais pas très envie de souligner, mais là, je vous invite à le faire. Le baiser de la femme araignée. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on ne comprend pas ce titre au début, on ne le comprend qu'à la fin. Le baiser de la femme araignée peut représenter plusieurs choses. Il représente Molina, bien sûr, qui va séduire Valentin, qui va l'attraper dans ses raies. Et puis aussi, la femme araignée, c'est peut-être Martha, cette femme que Valentin a aimée. Et donc, il réfléchit sur leur relation, hein, à eux deux à la fin. Mais on a enfin l'idée que le coupable, c'est aussi la victime. C'est-à-dire que le prédateur, l'araignée, va être aussi la proie, la victime qui va rester coincée dans ses raies, dans sa toile. Et c'est particulièrement flagrant à la fin de l'œuvre, au dénouement, où on voit, on n'est pas sûr si l'araignée est en train de tisser sa toile ou au contraire si elle est prise dans cette toile. Peut-être dans cette toile d'ailleurs qu'elle a elle-même tissée. On reverra plus tard les citations importantes. Alors maintenant, on va passer au ton. La première chose qu'il faut dire par rapport à cette idée du ton, c'est qu'il y a une opposition qui est assez intéressante. Cette opposition entre deux tons, elle fait aussi référence au jeu d'antithèse qui jalonne le texte. On a d'un côté un ton plutôt mélodramatique, on va dire, qui représente les histoires de Molina. Il a écrit un boléro, il a une sorte de romantisme de bas étage, on va dire, dans la tête. Il fait des récits de films, tous plus, de mauvais goût les uns que les autres. Et puis on a un autre ton qu'on pourrait qualifier de distant ou de plus froid, qui représente, lui, le personnage de Valentin, sa révolution politique, mais aussi la police, la torture, voire les théories au fil des années des psychologues, etc., sur l'homosexualité. Ces deux tons seront bien sûr en rapport avec la structure, c'est-à-dire avec les types de textes. Hein, on va voir ça dans un instant. Alors ensuite, justement, hein, bonne transition avec l'idée de structure. D'abord, on a une sorte d'absence apparente de structure dans le texte. On a l'impression que le texte est écrit un peu au fil de la plume, sans ordre. Mais en réalité, on le voit petit à petit, c'est la relation entre Valentin et Molina qui sert de cohérence à l'ensemble. Donc petit à petit, cette relation va se construire et c'est comme ça que le lecteur va se retrouver dans l'œuvre, sinon il serait perdu. Alors, ce qui est très important, ce qu'on a déjà vu beaucoup de fois, c'est le mélange de différents types de textes. Donc je vous rappelle qu'on a le dialogue entre Molina et Valentin, on a les récits de films, on a aussi des récits de rêves. On a enfin des choses qui sont intéressantes, ce sont des rapports, des comptes rendus de police. On a aussi le courant de conscience, c'est-à-dire les pensées. Ça peut être celles de Molina au cours du temps, ce sont aussi celles de Valentin à la fin. Et n'oubliez pas les notes en bas de page qui peuvent être assez ambiguës, ennuyeuses, enfin en tout cas très intéressantes. On passe à d'autres caractéristiques stylistiques. Il me semble qu'une caractéristique essentielle, c'est l'antithèse. On a en effet dans cette œuvre une tension permanente entre l'intérieur et l'extérieur, entre le corps et l'esprit, entre la prison et la liberté, entre bien sûr le féminin et le masculin, entre les émotions et la voie de la raison en quelque sorte, entre la politique et les sentiments, antithèses qui sont évidemment symbolisées par la relation intéressante qui s'établit entre Valentin et Molina. Alors maintenant, pour parler du message ultime du texte, quel est-il ? Je vous donne quelques pistes, hein, vous en avez certainement d'autres. Je dirais d'abord que c'est un appel à la tolérance. Malgré le fait que ce texte ait quand même déjà 30 ans, je pense plus de 30 ans, c'est un appel à la tolérance, que ce soit à la tolérance sociale ou à la tolérance politique. On voit d'ailleurs les rapports très intéressants avec l'actualité, puisque les polémiques telles que le mariage pour tous font rage en France en ce moment. On a aussi, il me semble, la critique de tous les fascismes. Comme on l'a vu, l'histoire de l'Argentine, c'est une histoire de dictature. Tout au cours du XXe siècle,
C'est donc une critique de cette dictature, mais aussi de toutes les dictatures. On n'a pas forcément de détails précis sur la dictature argentine en tant que telle. Apologie de l'amour dans les récits de films, dans l'amour que porte Molina à son ami, dans l'amour qui se tisse entre Molina et Valentin, et puis de l'amitié également, puisqu'il y a une certaine forme d'amitié qui s'établit entre les deux. Et enfin, n'oubliez pas l'apologie de l'art, c'est-à-dire que l'art est très important en tant que thème dans cette œuvre. On a la présence de littérature, bien sûr, on a la présence très très forte du cinéma, et puis aussi on a d'autres choses, comme la mode par exemple. On voit que Molina s'intéresse beaucoup à la façon dont les personnages des films sont habillés, etc. D'accord, donc pas forcément des arts très intellectuels, mais des arts au goût du public, et puis qui touchent un petit peu tout le monde. Voilà, je vous remercie et passez une bonne journée.